samedi 15 novembre 2014. Cette semaine dans le grand show de l'info, Renault a inauguré ce lundi une nouvelle usine en Afrique du Nord, en Algérie, et nous verrons que c'est un pas supplémentaire franchi dans les relations diplomatiques entre Paris et Alger. Bruno Le Maire, obstacle majeur au retour triomphal de Nicolas Sarkozy puisqu'il le défiera le 29 novembre prochain pour l'UMP. Pédaler chic, c'est la nouvelle mode. Les vélos haut de gamme sont de plus en plus convoités pour une élite désireuse de pédaler chic. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. On commence tout de suite par parler de Renault qui s'installe donc officiellement en Algérie. Renault a donc inauguré en début de semaine, c'était lundi, une nouvelle usine en Afrique du Nord, en Algérie à Oran plus précisément. Et c'est un pas donc supplémentaire franchi dans les relations diplomatiques entre Paris et Alger. Reportage. Hasard de calendrier, la coopération entre la France, l'Europe et les pays du Maghreb était au programme des 10e rendez-vous économiques de la Méditerranée organisés début novembre à Marseille. Et ce lundi 10 novembre, c'est Emmanuel Macron, notre ministre de l'économie, qui a coupé le ruban de ce nouveau site Renault, accompagné de Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères. Laurent Fabius qui se félicite de cette nouvelle coopération déjà active entre les deux pays sur les plans judiciaires et sécuritaires. La marque aux losanges est présente dans ce que l'on appelle la région du Petit Maghreb avec une usine au Maroc dont la production est destinée à l'export vers l'Europe, contrairement au site algérien inauguré aujourd'hui qui lui est tourné vers l'ensemble du continent africain. L'ambition commune de l'Algérie et de la France, c'est de porter très haut notre partenariat. Et puis, il y a le troisième A, qui est tout simplement l'amitié. Je pense qu'il s'agit là d'un véhicule du meilleur niveau, doté de toutes les technologies. Renault n'a fait aucune concession, et c'est la clé du succès. Mais il y a derrière cela le mouvement que nos deux présidents et nos deux gouvernements ont voulu relancer, qui est celui de l'amitié entre l'Algérie et la France. En tout cas, Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, applique depuis son arrivée au Quai d'Orsay ce que l'on pourrait appeler la diplomatie économique, un concept qui prend tout son sens quand on connaît le potentiel qu'offre cette région d'Afrique et son appétit de développement après les soulèvements populaires de ce que l'on a appelé le printemps arabe. Algérie, Maroc, Tunisie, après la transition démocratique qu'il convient d'entretenir et de faire fructifier, ces pays connaissent aujourd'hui des taux de croissance pour le moins enviables, entre 3 et plus de 4%. À l'avenir, cette croissance sera très dépendante des conditions internes au pays en question. Deux axes principaux qui appellent le renforcement de la coopération entre les deux rives de la Méditerranée. L'idée principale est d'aider ces pays à intégrer des pans entiers de la population, jusqu'à présent laissés sur le bord de la route, essentiellement les jeunes. C'est ce que l'on appelle la résilience, la capacité d'une nation à rebondir après les épreuves. Les opportunités sont nombreuses au Maghreb et l'inauguration d'une usine Renault en Algérie participe de cette reconquête. Et on retrouve maintenant Karim Akiri en duplex de l'Algérie à Oran. Karim, Renault a donc fait son show aujourd'hui. Voici la première Renault construite en Algérie. À sa sortie d'usine, elle devrait coûter entre 6 000 et 8 000 euros. Renault a investi ici à Oran près de 50 millions d'euros et espère une production annuelle de 25 000 unités. Cette voiture low cost est avant tout destinée au marché intérieur algérien, mais aussi au marché africain. L'usine Renault d'Oran est le symbole de la coopération franco-algérienne en termes économiques, une coopération présentée comme gagnant-gagnant. D'abord pour l'Algérie qui
attire des investisseurs ici, qui diversifie son économie qui était basée essentiellement sur les hydrocarbures. Et puis pour les Français, les entreprises françaises qui trouvent ici dans le marché algérien et plus globalement dans le marché africain un débouché. Je vous rappelle que François Hollande, lors de sa visite d'État en 2012, avait lancé des grands chantiers économiques avec le retour des entreprises françaises ici en Algérie, avec Renault, mais aussi Saint-Gobain ou encore Sanofi. Merci Karim pour toutes vos précisions. Bruno Le Maire est donc un obstacle majeur au retour triomphal de Nicolas Sarkozy, ex-collaborateur de Dominique de Villepin, ex-ministre de Nicolas Sarkozy. Bruno Le Maire, 45 ans, fait sonner l'heure de son émancipation politique et défie l'ancien chef de l'État dans la course à l'élection pour la présidence de l'UMP le 29 novembre prochain. Reportage. Depuis des mois, Bruno Le Maire sillonne toute la France. Enjeu, convaincre les militants que son heure a sonné pour la présidence de l'UMP. Et à 45 ans, l'ex-ministre de Nicolas Sarkozy veut tuer le père à sa manière, feutré et sans attaquer l'ex-président. Si on ne veut pas que la France tombe aux mains du Front National et des extrêmes, c'est à ma génération de prendre ses responsabilités. Matteo Renzi, je l'ai connu quand il était maire de Florence. Il avait quoi, 36, 37 ans. Il a pris le pouvoir à 39 ans. Moi, je me sens prêt. J'ai passé 10 ans à accumuler de l'expérience politique avec la crise irakienne, avec Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Nicolas Sarkozy, je lui dois cette idée simple qu'il faut de l'énergie en politique. Grandes écoles, haute administration, cabinet ministériel, ce cadre qui rêve d'incarner le renouveau a tout d'un homme politique classique, jusqu'à son goût des livres façon François Mitterrand. Je suis un politique qui écrit, je suis aussi, enfin je l'espère, c'est les lecteurs qui jugeront, un écrivain. La nation française, c'est sa langue, donc il vaut mieux savoir l'écrire. Seul politique publié chez Gallimard, l'écrivain ne perd jamais de vue la politique, comme quand il justifie dans un livre son abstention sur le mariage gay. Quand il a écrit Des hommes d'État, ça lui a permis de s'affranchir de Dominique de Villepin. Quand il a écrit Jour de pouvoir, ça lui a permis de s'affranchir de Nicolas Sarkozy. Sa prose ne bouleverse pas ses adversaires en Normandie où il a hérité en 2007 du fief de Jean-Louis Debré alors que Jacques Chirac lui proposait une ambassade. Jean-Louis Debré, c'est le fils de Jacques Chirac, qu'on ne retrouve évidemment pas dans Bruno Le Maire, qui est à la fois clivant, qui marque à chaque fois le fossé droite-gauche. Entouré d'une cinquantaine de parlementaires tentant de séduire les poids lourds de l'UMP, Bruno Le Maire rêve d'empêcher la plébiscite de Nicolas Sarkozy. Avec 20 à 25% des voix, il deviendrait l'un des 3 ou 4 qui comptent à droite sur la route du pouvoir. Modèle personnalisé ou signé par de grands noms de la mode, les vélos haut de gamme sont de plus en plus convoités par une élite urbaine désireuse de pédaler chic à Paris ou Tokyo. Et justement, c'est à Paris que ça se passe. On est allé donc à la rencontre de ceux qui font des vélos beaucoup plus design et beaucoup plus luxe. Regardez. On ne présente plus les avantages du vélo en ville. En revanche, pédaler chic à Paris ou ailleurs, ça, c'est dans l'air du temps. La maison de luxe Hermès a lancé il y a 8 mois le flâneur, avec plus récemment le flâneur sportif. Aspect simple et classique, cadre en fibre de carbone et courroie silencieuse 8 vitesses. Le tout pour un peu plus de 8 000 €. Et c'est un succès, le luxe ne connaît pas la crise. Aujourd'hui, on est tout à fait en phase avec les objectifs qu'on s'était fixés. On a une vraie attente en fait de nos marchés qui font que effectivement notre production aujourd'hui tourne à plein pour essayer de répondre. À Tokyo, le vélo chic peut monter jusqu'à 15 000 €. Un fabricant de yachts propose des bicyclettes en bois d'acajou qu'il vend à des clients japonais ou étrangers. Un petit bijou, chaque pièce nécessite 3 mois de travail. La fabrication des bateaux et le savoir-faire que m'ont laissé mes ancêtres. Aujourd'hui, je l'utilise pour fabriquer des vélos. Et je crois que c'est la première fois que le monde entier reconnaît le talent nippon dans ce domaine. C'est pour ça que même si ça ne me rapporte pas beaucoup d'argent, je me dois de continuer de le faire. Une autre façon de concevoir le vélo haut de gamme, c'est aussi de personnaliser son vélo. Bruno Urvois, qui a ouvert la boutique Ancel Marcel dans le centre de Paris, l'a bien compris.
Il vend des vélos mais aussi tout un tas d'accessoires pour les amateurs qui ont envie d'un modèle plus personnel. Ce qu'on peut trouver, c'est des jolies sonnettes peintes à la main au Japon, c'est des petits porte-monnaies en cuir, c'est des porte-clés en cuir, des petits cyclistes de collection en plomb peints à la main comme on avait quand on était petit. Je crois qu'on a des petits trombones en forme de vélo. Ainsi, le vélo devient comme la voiture, la montre ou les chaussures, une vitrine du statut social qui permet d'afficher son style de vie. Tout de suite, c'est le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine. Et on commence tout de suite par l'affaire Fillon-Jouillet qui continue à faire des remous. L'opposition maintient la pression sur le secrétaire général de l'Élysée dans l'affaire du déjeuner Fillon-Jouillet qui place l'ex-premier ministre UMP dans une posture délicate tandis que Nicolas Sarkozy dénonce une marée de boue. Je vous rappelle les faits, c'était lors d'un repas fin juin. François Fillon aurait demandé à Jean-Pierre Jouillet de taper vite sur Nicolas Sarkozy en faisant accélérer les procédures judiciaires à son encontre pour ne pas le laisser revenir en politique, je cite François Fillon. Voilà ce qu'écrivent dans un livre les journalistes du Monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Après un démenti, Jean-Pierre Jouillet est revenu sur ses dires affirmant que François Fillon lui avait effectivement parlé de deux affaires, le dossier Big Malion, un système présumé de fausses factures pour financer le dépassement du plafond des dépenses de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, et celui du paiement des pénalités liées à l'invalidation des comptes. Le gouvernement a affiché mercredi son soutien au secrétaire général de l'Élysée Jean-Pierre Jouillet, dont la droite réclame la démission après ses déclarations contradictoires sur une conversation avec l'ancien Premier ministre UMP François Fillon. La Confédération africaine du football a confirmé mardi que la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, n'aurait pas lieu au Maroc, qui s'est désisté en raison des risques liés à l'épidémie Ebola. Et on a appris en fin de semaine que la CAN serait donc organisée en Guinée équatoriale. Le robot Philae s'est posé mercredi sur la comète Chury où il doit procéder à une série d'expériences destinées à comprendre la formation du système solaire. Voilà ce qu'a annoncé l'agence spatiale européenne. L'atterrisseur d'une centaine de kilos s'était séparé dans la matinée de la sonde, c'était mercredi, de la sonde Rosetta avant d'entamer une phase d'approche qui a duré environ 7 heures et les scientifiques ont affirmé qu'il s'est posé peu après 16 heures mercredi sur un bloc de 4 km de long et de 10 milliards de tonnes situé à quelques 500 millions de kilomètres de la Terre. Bernard Cazeneuve sous pression pour la mort de Sivens. Bernard Cazeneuve s'est donc défendu jeudi d'avoir caché pendant 48 heures qu'une grenade offensive avait tué le militant écologiste Rémi Fraisse, mais les défenseurs de l'environnement et des droits de l'homme ne relâchent pas la pression. En effet, les policiers avaient déclaré « Il est décédé le mec là, c'est vachement grave, faut pas qu'il le sache », avait dit donc l'un des gendarmes, arrêtant tout de suite les tirs de grenade. En bref, Jean-Christophe Lagarde, élu président de l'UDI. Jean-Christophe Lagarde succède donc à Jean-Louis Borloo à la présidence des démocrates et indépendants, l'UDI, selon les résultats du second tour apparus jeudi soir. Et puis le président algérien Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président algérien, a donc été admis jeudi dans une clinique de Grenoble. C'est ce qu'on a appris hier vendredi de sources policières. À 77 ans, il a donc été pris en charge à la clinique mutualiste de Grenoble. C'est la fin de cette édition. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur le www.bigwebtv.fr. Salut à tous.